Elle s'appelait Inès Delaunay, et ce soir-là, tout devait être parfait. Le palais de Tokyo brillait sous les projecteurs, la foule élégante s'agitait dans un ballet feutré de flashs, de murmures et de parfums capiteux, et le défilé tant attendu de la maison Alessandra Couture allait débuter dans quelques minutes. Inès était le mannequin vedette, la silhouette phare, celle qui fermerait le show avec une robe d'une audace folle, tout en transparence travaillée et en soie brodée de fils d'or, un chef-d'œuvre cousu sur elle pendant des heures par les mains tremblantes des couturières. Elle avait été choisie parmi des centaines, pour son port de tête, son air félin, sa démarche précise comme une flèche, et ce mélange rare de froideur et de grâce. Cela faisait 3 semaines qu'elle ne dormait presque plus, qu'elle vivait à l'eau minérale et aux amandes, qu'elle s'entraînait à marcher dans ses talons démesurés à des escarpins de verre signés par un créateur japonais réputé pour ses designs aussi esthétiques qu'impraticables. On lui avait dit qu'ils étaient, le moment, du final, qu'elle devait en faire une arme, une extension de sa puissance féminine. Mais dès les premiers pas en coulisses, alors qu'on l'attachait à la robe par un harnais invisible, Inès avait senti une tension étrange dans sa cheville droite, une légère instabilité qu'elle avait balayée d'un haussement d'épaule. La peur n'avait pas sa place ici. Et pourtant, dès qu'elle posa le pied sur le catwalk, sous les milieux des photographes et les caméras braquées, son cœur se serra. Quelque chose n'allait pas. Chaque pas était une prière, une lutte contre le vertige. Les talons cliquetaient avec une incertitude sourde, et elle sentait son centre de gravité se déplacer imperceptiblement. À mi-parcours, dans la lumière crue, devant les journalistes des plus grands magazines de mode, ce fut le drame. Son pied glissa sur une micro-paillette restée sur le sol, la lanière droite céda brutalement, et le talon en ce talon maudit, cette sculpture fragile, se détacha. Inès, emportée par l'élan, bascula vers l'avant, ses bras tentèrent de rattraper l'équilibre, mais son visage heurta le sol avec un bruit mat, glaçant. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Puis vinrent les flashs, frénétiques, cruels, impitoyables. Elle sentit le goût du sang dans sa bouche, un filet chaud coulant de son nez, et ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de se redresser avec grâce, en vain. Les murmures grandissaient, les caméras zoomaient, certains riaient discrètement, d'autres filmaient. Elle voulut se relever, mais sa cheville hurlait. Un assistant accourut, l'aida à se mettre sur le côté du podium, pendant que le défilé reprenait mécaniquement, comme si elle n'avait jamais existé. Plus tard, dans les coulisses, la douleur physique se mêlait à celle, bien plus profonde, de l'humiliation. Son agent lui criait dessus, le directeur artistique détournait le regard, et sur son téléphone, déjà, les vidéos se multipliaient, la chute d'Inès, le talon de la honte, quand le glamour s'écrase au sol. Ce soir-là, elle perdit plus qu'un talon, elle perdit son image, son statut, sa place dans un univers qui ne pardonne rien, surtout pas l'imperfection. Mais alors qu'elle pleurait, seule dans les toilettes, une maquilleuse vint la voir, les yeux humides, et murmura « Tu étais magnifique, même en tombant. » C'était peut-être peu, mais c'était tout ce qu'elle avait. Et dans les jours suivants, alors que les mêmes tournaient en boucle, qu'on la moquait sur les plateaux TV, quelque chose changea. Une styliste indépendante posta une photo d'elle au sol avec la légende « La mode n'est pas une marche droite. Elle est chute, douleur, beauté. » Puis une influenceuse connue pour son franc-parler dénonça la violence du milieu. Peu à peu, Inès devint un symbole, malgré elle. Non plus de la perfection glacée, mais d'une humanité rare, d'une vulnérabilité assumée. Les invitations recommencèrent à arriver. On voulait la voir, l'interviewer, comprendre ce qu'elle avait ressenti. Elle parla de peur, de pression, de cornier. Et, à sa grande surprise, elle devint une voix, une icône nouvelle. Ce qui devait être sa fin devint son commencement. Et ce talon cassé? Elle le fit encadrer, posant sur le cadre une plaque en laiton où il était gravé « Le jour où je suis tombé, et où j'ai commencé à exister ». Les jours qui suivirent furent les plus étranges de la vie d'Inès, un mélange incohérent d'insultes et d'admiration, de moqueries virales et de messages de soutien. Elle ne sortait plus de chez elle, oscillant entre la honte d'être devenue une chute vivante, et la fascination d'entendre, à la télévision, des chroniqueurs débattre de ses faux pas comme s'il s'agissait d'une affaire nationale. Certains ricanèrent, elle n'était pas prête, c'est tout, d'autres plus cyniques s'interrogeaient. Était-ce une mise en scène? Une tentative désespérée pour attirer l'attention. Mais au-delà du bruit et des spéculations, un mouvement étrange prenait forme. Des jeunes femmes, anonymes, commencèrent à lui écrire. Des mannequins débutantes lui confiaient leurs angoisses, leur solitude, les pressions qu'elles subissaient pour correspondre à un idéal inatteignable. Des influenceuses dénonçaient, dans ses commentaires, l'inhumanité du monde de la mode, où un visage est un produit et un corps un cintre. Inès lisait tout cela, en silence, sans savoir quoi répondre. Elle ne s'était jamais vue comme un symbole. Elle voulait juste marcher, défiler, briller.
Mais désormais, elle était devenue la preuve vivante que même la perfection peut vaciller, que même les reines tombent. Et cela bouleversait quelque chose dans les regards. Puis vint l'invitation de Léa Varnier, une réalisatrice connue pour ses documentaires féministes radicaux. Elle lui proposa une série de portraits intitulés « Chuter pour renaître », où d'anciennes danseuses blessées, des sportives mises à l'écart, des femmes politiques humiliées en public raconteraient leur descente et leur remontée. Inès hésita. S'exposer à nouveau? Revivre cette douleur? Mais quelque chose en elle, une voix nouvelle, plus forte que celle des attachés de presse, des stylistes ou même de son propre agent, lui dit « Fais-le ». Le tournage fut brutal, sincère, dépouillé. Pas de maquillage, pas de robe. Juste elle, face à une caméra, racontant le moment exact où son visage avait heurté le sol, et ce qu'elle avait ressenti, la peur, la honte, puis ce silence étrange où tout devient lent, comme si le monde s'arrêtait un instant pour te regarder t'effondrer. Le documentaire fut diffusé sur une plateforme majeure. Et contre toute attente, il connut un succès immense. Pas seulement dans le milieu de la mode, mais au-delà. Il toucha celles qui avaient chuté dans leur carrière, dans leur couple, dans leur vie. Et dans les yeux d'Inès, on voyait cette lumière tremblante mais tenace d'une femme qui, pour la première fois, existait sans devoir briller. Elle refusa plusieurs contrats de marque qui voulaient l'utiliser comme vitrine des authenticités marketing. Elle déclara dans une interview au Monde, « Je ne suis pas une tendance. Je suis une femme qui est tombée. Et qui ne veut plus se tordre pour plaire. » À ce moment précis, quelque chose bascula. La maison Alessandra Couture, celle-là même qui l'avait congédiée sans un mot après sa chute, la recontacta pour un nouveau projet. Mais cette fois, Inès imposa ses conditions. Pas de talons impossibles, pas de robe-cage. Elle voulait marcher pieds nus, lentement, avec d'autres femmes comme elle, pas parfaites, pas plastifiées. Le créateur, dans un premier temps réticent, céda sous la pression médiatique et l'appel de la nouveauté. Le jour du défilé arriva. La presse était là, bien sûr. Tous attendaient de voir si Inès allait, à nouveau, créer un moment. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elles étaient 10, toutes vêtues de blanc, marchant au rythme d'un morceau de piano composé pour l'occasion, dans un silence presque religieux. Inès fermait la marche, le regard droit, les pieds nus foulant le sol comme s'il était sacré. Et lorsqu'elle atteignit la fin du podium, elle s'arrêta, ferma les yeux, et leva les bras. Pas en signe de victoire, mais comme une offrande. Le public, d'abord figé, se leva. Les applaudissements montèrent, l'ampli puissant. Ce n'était plus une star qu'on acclamait. C'était une femme, entière, debout, après avoir connu la poussière. Et ce fut dans cet instant qu'Inès comprit que sa chute n'était pas la fin de son histoire. C'était sa délivrance. Ce soir-là, après le défilé, Inès resta seule dans la grande salle vide une fois les derniers invités partis, assise au bord du podium, ses pieds nus toujours posés sur ce sol qui, jadis, l'avait trahie, et qu'elle dominait à présent sans crainte, avec cette sérénité que seule la douleur surmontée peut offrir. Elle repensait à la jeune femme qu'elle était encore un an auparavant, soumise au diktat d'un monde obsédé par le silence, la beauté rigide, le contrôle absolu du corps, de l'image, du moindre sourire. Aujourd'hui, elle avait brisé ce miroir. Et à sa surprise, c'était le monde qui s'y reflétait autrement. Les jours suivants furent un tourbillon inattendu. Une maison de luxe italienne la contacta pour une collaboration artistique autour du thème de la vulnérabilité. Une université de design lui proposa de donner une conférence sur la représentation du corps féminin dans les médias. Une association de jeunes mannequins, victimes d'abus psychologiques dans l'industrie, lui demanda de devenir marraine d'un programme d'accompagnement. Inès n'avait jamais rêvé d'être une militante. Elle voulait juste marcher, défiler, exister. Mais maintenant qu'on l'écoutait, elle découvrit quelque chose de plus précieux encore que la reconnaissance, le pouvoir de parler vrai. Son ancien agent tenta de revenir dans sa vie, jouant la carte du tu vois, je t'avais dit que tu serais grande, mais elle l'écarta avec un sourire calme. Elle n'avait plus besoin de filtre, ni de gestion d'image. Elle voulait fonder quelque chose qui lui ressemble. Ce fut ainsi qu'elle lança sa propre marque, non pas de vêtements au sens classique, mais de pièces modulables, vivantes, pensées pour les corps réels, pour les hanches larges, les cicatrices, les épaules voûtées, les poitrines petites ou généreuses, les ventres ronds ou plats. Elle baptisa la marque Sol, en mémoire de sa chute, et parce que chaque corps, disait-elle, mérite de toucher la terre, sans honte. Les débuts furent hésitants, la presse spécialisée la regardait encore avec suspicion, mais très vite, un écho se créa. Les clientes envoyaient des photos d'elle, chez elles, dans leur vraie vie, avec les créations d'Inès, et dans leur regard, elle retrouvait cette lumière tremblante qui avait autrefois vacillé en elle. Son compte Instagram ne cherchait plus à séduire, mais à raconter.
Elle y publiait des textes sur la fatigue des femmes fortes, sur les nuits d'insomnie avant les castings, sur les pansements invisibles qu'on met sur ses complexes. À une époque saturée d'images parfaites, sa sincérité devint une arme douce, mais redoutable. Et un jour, presque un an jour pour jour après sa chute, elle reçut une invitation inattendue. Le gala annuel de la Fédération internationale de la mode souhaitait lui remettre un prix honorifique pour l'impact culturel et social de son parcours. Elle hésita d'abord. Était-ce sincère? N'était-ce pas encore une récupération opportuniste? Mais elle décida d'y aller. Non pas pour eux, mais pour elle. Elle porta une robe simple, qu'elle avait conçue elle-même, et des sandales plates, dorées, comme un clin d'œil discret à ses anciens talons. Le soir du gala, lorsqu'elle monta sur scène pour recevoir son prix, la salle entière retint son souffle. Elle ne lut aucun discours. Elle se contenta de regarder l'assemblée, et dit d'une voix ferme, posée, presque tendre, « Je suis tombée. Vous étiez là. Je me suis relevé. Et vous étiez encore là. Ce n'est pas la mode qui m'a sauvé. Ce sont celles qui m'ont regardé sans détourner les yeux. Merci. » Puis elle redescendit, sans phare, sans effet. Et dans cette simplicité absolue, elle avait conquis bien plus que les projecteurs. Elle avait conquis le droit d'être elle-même, debout, libre, et profondément humaine. Les mois qui suivirent la virent voyager de ville en ville, non plus pour défiler, mais pour écouter. Elle organisa des cercles de parole dans des écoles de mode, lança un programme d'aide pour les jeunes mannequins précaires, participa à un documentaire collectif sur les normes corporelles, et consacra une partie de ses bénéfices à des œuvres sociales, loin du strass, proche du concret. Elle n'avait plus peur de tomber, parce qu'elle savait que tomber n'était plus synonyme de fin. C'était parfois, simplement, l'étape nécessaire pour mieux se redresser, pour mieux voir le monde, à hauteur d'âme. Et chaque matin, dans son atelier baigné de lumière, lorsqu'elle passait devant le cadre accroché au mur, ce talon cassé, figé dans la résine, avec cette plaque de laiton où il était écrit « Le jour où je suis tombé, et où j'ai commencé à exister », elle souriait. Pas de ce sourire crispé des poses photos. Non. D'un sourire plein, lent, apaisé. Un sourire de femme libre.